Bonjour, ici Madame Saint-Germain qui vous parle. J'aimerais lire avec vous le premier chapitre de Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et terre. Donc j'aimerais commencer avec vous la lecture de ce roman-là, simplement pour vous donner le goût, pour que vous accrochiez à l'histoire, puis on espère, tous les enseignantes de français de deuxième secondaire et moi-même, que vous allez aimer ce livre-là autant que moi. Avant d'écouter la vidéo, de commencer la lecture, j'espère que vous avez pris le temps de regarder les blocs, les pastilles dans la séquence didactique qui vous était présentée, parce que ça vous aide à vous situer dans l'histoire de Van Gogh. Alors, c'est parti. Chapitre 1. La voix des anges. Donc, remarquez ici la voix V-O-I-E des anges. Donc, on veut dire, en fait, que ça va être la voie, le chemin des anges. Donc, j'imagine vers le ciel, vers le paradis. On est à Paris, en avril 1934. Donc, 1934, c'est juste un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est parti. 40 hommes en blanc étaient couchés sur le pavé. On croyait voir un champ de neige. Donc ici, on a une belle comparaison, en fait une métaphore. On imagine que les hommes qui sont couchés en blanc ressemblent à un champ de neige. On peut imaginer donc qu'il y en avait énormément. Les hirondelles frôlaient les corps en sifflant. Ils étaient des milliers à regarder ce spectacle. Notre-Dame de Paris étendait son ombre sur la foule assemblée. Donc, on imagine qu'on est devant Notre-Dame de Paris, l'église. Il y a 40 hommes couchés par terre, des milliers de personnes autour qui regardent et des hirondelles qui se promènent autour. Soudain, tout autour, la ville parut se recueillir. Van Gogh avait le front contre la pierre, donc on imagine que c'est un des 40 hommes. Il écoutait sa propre respiration. Il pensait à la vie qui l'avait conduit jusqu'ici. Pour une fois, il n'avait pas peur. Il pensait à la mer, au vent salé, à quelques voix, quelques visages, aux larmes chaudes de celles qui l'avaient élevé. La pluie tombait maintenant sur le parvis, mais Van Gogh n'en savait rien. Allongé par terre au milieu de ses compagnons, il ne regardait pas fleurir l'un après l'autre les parapluies. C'est beau, on imagine les parapluies s'ouvrir un petit peu comme des fleurs au printemps. Van Gogh ne voyait pas la foule des Parisiens réunis, les familles endimanchées, donc habillées comme le dimanche, un peu plus chic, la dévotion des vieilles dames, les enfants qui passaient sous les jambes, les pigeons engourdis, la danse des hirondelles, les badauds debout sur les fiacres, ni les yeux verts, là, sur le côté, qui ne regardaient que lui. Donc on peut imaginer une personne aux yeux verts qui le regardait, donc j'imagine qu'il le connaissait. 2 yeux verts ourlés de larmes, dissimulés sous une voilette. Van Gogh, lui, gardait les yeux fermés. Il n'avait pas encore 20 ans. C'était le grand jour de sa vie. Un bonheur grave montait de son ventre. Dans un instant, il allait devenir prêtre. Donc c'est pour ça qu'il y avait 40 hommes couchés par terre, habillés en blanc. Donc ils allaient tous devenir prêtres. Douce folie. Le sonneur de Notre-Dame, là-haut, donc celui qui va sonner les cloches, faire sonner les cloches, prononça ces mots entre ses dents, en jetant un œil vers la place. Il attendait. Il avait invité une petite Clara à manger un œuf à la coque dans sa tour. Donc vous verrez plus tard que cet homme-là, le sonneur, et le personnage de Clara ne sont pas des personnages qui vont revenir. Ce ne sont pas des personnages qui sont très importants dans l'histoire, mais ils viennent apporter quand même quelque chose d'important dans le chapitre. On y revient. Il savait qu'elle ne viendrait pas, comme toutes les autres. Et tandis que, sous l'immense cloche, l'eau frémissait dans la casserole, donc on se rappelle qu'il veut faire bouillir des œufs, le sonneur regardait ces jeunes gens qui allaient être ordonnés prêtres. Quelques minutes encore, il resterait allongé au sol, avant de s'engager pour toujours. À cet instant, perché à 50 mètres au-dessus de la foule, ce n'était pas le vide qui donnait le vertige à Simon le sonneur, mais plutôt ces vies couchées par terre, offertes, qui allaient sauter dans l'inconnu. Folie, répéta-t-il, folie. Il fit un signe de croix, pour si jamais, et retourna à ses œufs. Au même moment, on imagine que la foule est toujours en bas. Parmi la foule, il y a la personne aux yeux verts. On dit les yeux verts n'avaient pas quitté Van Gogh. C'était une jeune fille de 16 ou 17 ans, en manteau de velours, couleur de cendre. Sa main fouilla dans sa poche et remonta sans le mouchoir qu'elle cherchait. Le dos de cette main blanche se risqua sous la voilette et balaya les larmes des joues. La pluie commença à traverser le manteau. La fille frissonna
et parcourut du regard l'autre côté du parvis. Donc, on se rappelle, le parvis, c'est ce qui est devant l'église, le devant de l'église. Un homme détourna brusquement la tête. Il l'observait. Donc, il observait la fille aux yeux verts. Elle en était sûre. C'était la deuxième fois qu'elle le remarquait ce matin. Mais elle savait, très loin dans ses souvenirs, qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Visage de cire, cheveux blancs, moustache fine et petites lunettes en fil de fer. Où l'avait-elle croisé? Le tonnerre de l'orgue la ramena à Van Gogh. C'était l'heure solennelle. Le vieux cardinal se leva et descendit vers les hommes en blanc. Il avait écarté le parapluie qu'on lui tendait pour l'abriter, comme il repoussait toutes les mains qui voulaient l'aider à descendre les marches. « Laissez-moi » Donc, le vieux cardinal, c'est celui qui venait ordonner les jeunes prêtres. Il tenait sa lourde crosse d'archevêque et chaque pas accompli paraissait un petit prodigue. On imagine que cette personne-là, justement, était vieux. On dit, le cardinal était vieux et malade. Le matin même, Esquirol, son médecin, lui avait interdit de célébrer cette messe. Le cardinal avait ri, renvoyé tout le monde et il s'était levé de son lit pour s'habiller. Dès qu'il était seul, il s'autorisait un gémissement à chaque geste. En public, il était un roc. Maintenant, il descendait les marches sous la pluie. 2 heures plus tôt, voyant grossir les nuages noirs, on l'avait supplié de rapatrier cette cérémonie à l'intérieur de la cathédrale. Encore une fois, il avait tenu bon. Il voulait que cela se passe dehors, face au monde dans lequel ces jeunes gens allaient être plongés toute leur vie. S'ils ont peur de s'enrhumer, qu'ils choisissent un autre boulot. Ils vivront d'autres tempêtes. Donc, il veut dire que ces jeunes gens-là, ceux qui vont devenir prêtres, vont rencontrer plein d'obstacles pendant leur carrière, ils ne peuvent pas avoir peur de la pluie. À la dernière marche, le cardinal s'arrêta. Il fut le premier à se rendre compte d'une agitation sur la place. Donc là, c'est comme si l'histoire s'arrêtait. On revient à Simon le sonneur qui est en haut, mais qui voit tout ce qui se passe en bas. C'est comme s'il y avait 2 moments qui se passaient en même temps. Il y avait tout ce qui se passait en bas sur la place, puis Simon le sonneur en haut. Donc on dit, là-haut, Simon le sonneur ne se doutait de rien. Il jeta les œufs dans l'eau et se mit à compter. Donc vous remarquez que le temps est bien important. Qui aurait pu dire ce qui allait se passer pendant l'exact temps de la cuisson d'un œuf à la coque? 3 minutes pour faire basculer le destin. Donc tout ce que je vais lire d'ici la fin du chapitre va se passer en 3 minutes. Vous verrez à quel point ça peut être très long 3 minutes si on attend la cuisson des œufs, mais très rapide s'il y a beaucoup d'action en bas. Voyons voir. Tandis que l'eau se remettait à bouillir, le même frémissement commença à parcourir la foule à partir des derniers rangs. La jeune fille tressaillit encore. Il se passait quelque chose sur le parvis. Le cardinal releva la tête. Une vingtaine d'individus se frayaient un chemin à travers le public. La rumeur enflait. On entendait des éclats de voix. « Laissez passer !» Les 40 séminaristes, eux, ne bougeaient pas. Seul Van Gogh tourna la tête vers le côté, posant la joue et l'oreille sur le sol comme un apache. Il voyait circuler des ombres derrière le premier rang. Les voix se faisaient plus claires. « Que se passe-t-il? Écartez-vous !» On se méfiait. 2 mois plus tôt, des émeutes avaient fait des morts et des centaines de blessés, place de la Concorde, qui est aussi à Paris. « C'est la police !» cria une femme pour rassurer la foule. On cherchait quelqu'un. Des fidèles tentaient d'étouffer le brouhaha. « Chut! Taisez-vous !» 59 secondes. Donc là, on peut imaginer 59 secondes que les œufs bouent. Donc ça fait 59 secondes que ça commence à brasser devant l'église. Sous sa cloche, Simon le sonneur, non, simplement le sonneur, comptait toujours. Il pensait à la petite Clara qui lui avait promis de venir. Il regardait le couvert dressé pour 2 sur une chaise. Il entendait bourdonner la casserole sur le réchaud. Un clerc en robe blanche s'approcha du cardinal et lui parla à l'oreille. Juste derrière eux, un petit homme rebondi tenait son chapeau à la main. C'était le commissaire Boulard. Boulard, vous allez voir, c'est un personnage très important dans le livre. On reconnaissait ses paupières tombantes, façon vieux chien, et sa truffe et ses joues roses, mais surtout ses prunelles étincelantes de vivacité. Auguste Boulard, imperturbable, sous l'averse d'avril, il guettait le moindre mouvement,
parmi les jeunes gens allongés sur le sol. 1 minute 20 secondes. C'est alors que l'un d'eux se leva. Il n'était pas très grand. Sa robe était lourde de pluie. Son visage ruisselait. Il fit un tour sur lui-même au milieu de ses corps qui n'avaient pas bougé. De tous côtés, des agents en civil, donc qui n'avaient pas d'uniforme, sortirent des rangs et avancèrent d'un pas vers lui. Le jeune homme rassembla ses mains, puis les laissa tomber. Dans son regard passaient tous les nuages du ciel, donc on peut imaginer qu'il est très perturbé. Le commissaire cria « Vango Romano ?» Le garçon inclina la tête. Dans la foule, quelque part, 2 yeux verts s'agitaient dans tous les sens, comme des papillons dans un filet. Que voulait-on à Vango? Celui-ci se mit alors en mouvement, donc il décide de s'en aller. Il enjamba ses camarades et marcha vers le commissaire. Les policiers approchaient peu à peu. En s'avançant, Vango retira le blanc de sa robe et apparut en vêtements noirs. Il s'arrêta devant le cardinal, mit les genoux à terre. « Pardonnez-moi, mon père. »« Qu'est-ce que tu as fait, Vango? »« Je ne sais pas, monseigneur. Je vous implore de me croire. Je ne sais pas. » 1 minute 50. Sur 3 minutes, je vous rappelle. Le vieux cardinal agrippait ses 2 mains à la crosse. Il s'appuyait de tout son poids, les bras et l'épaule enroulés au bois doré, comme du lierre à un arbre. Il regardait tristement autour de lui. Il connaissait chacun de ces 40 jeunes gens par leur nom. « Je te crois, mon petit, mais j'ai peur d'être le seul ici. C'est déjà beaucoup, si vous me croyez vraiment. »« Ça ne suffira pas, » murmura le cardinal. Il avait raison. Boulard et ses compères n'étaient plus qu'à quelques pas. Donc là, si on a bien compris, Vango, du haut de ses 20 ans, décide de devenir prêtre. C'est la journée où ça se passe. Il va être ordonné, et puis tout d'un coup, il y a une vingtaine de policiers qui arrivent comme pour l'arrêter. Mais il ne sait pas pourquoi. Mais remarquez qu'il s'est levé avant même qu'on le nomme. Même s'il ne sait pas pourquoi il va se faire arrêter, il savait que c'était lui qui était recherché. On continue. « Pardonnez-moi, » supplia Vango à nouveau. « Que veux-tu que je te pardonne si tu n'as rien fait? » Au moment où le commissaire Boulard, juste derrière lui, posait la main sur son épaule, Vango répondit au cardinal « Voilà ce que je veux que vous me pardonniez, comme dans un film d'action. » Et, d'une main ferme, il attrapa celle du commissaire, se releva et lui vrilla le bras dans le dos, vraiment comme dans les films. Il le jeta vers l'un de ses hommes. En quelques bonds, Vango échappa à 2 agents qui s'étaient précipités sur lui. Un troisième brandit son arme. « Ne tirez pas !» hurla Boulard, toujours au sol. Une grande clameur souleva la foule, mais, d'un simple geste de la paume, le cardinal la fit taire. Vango avait franchi les quelques marches de l'estrade. Une volée d'enfants de chœur s'éparpilla sur son passage en criant. Les policiers croyaient traverser une cour d'école. Donc des enfants de chœur, c'est ceux qui devaient chanter. À chaque pas, ils trébuchaient sur un enfant ou recevaient une tête blonde dans l'estomac. Boulard hurla au cardinal. « Dites-leur de se ranger. À qui obéissent-ils? » Le cardinal leva le doigt en l'air, ravi. « À Dieu seul, monsieur le commissaire. » On se rappelle, ce cardinal-là, il aime beaucoup Vango. C'est lui qui l'a formé pendant des mois, des années. Donc, d'un certain sens, il est ravi. 2 minutes 30 secondes. Vango arrivait devant le portail central de la cathédrale. Il vit une petite femme un peu ronde, toute pâle, disparaître derrière le battant et le refermer sur elle. Ça doit être Clara, qui venait manger des œufs. Il se jeta contre le bois de la porte. De l'autre côté, le verrou s'était refermé. « Ouvrez !» cria Vango. « Ouvrez-moi !» Là, on se rappelle, 20 policiers après Vango. Vango tente de s'enfuir en rentrant dans l'église. Une voix tremblante lui répondit. « Je savais que je n'avais pas le droit, je suis désolée, je ne voulais rien faire de mal. C'est le sonneur de cloche qui m'a donné rendez-vous. » Derrière la porte, la femme pleurait. « Ouvrez !» répéta Vango. « Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vous demande juste d'ouvrir. » Il avait l'air gentil, je vous en prie, je m'appelle Clara. Je ne suis pas une mauvaise fille. Vango entendait les voix des policiers derrière lui. Il sentait ses jambes faiblir. Oui, moi aussi, mes jambes faibliraient. On arrête ici parce que ma vidéo peut seulement durer 15 minutes. On se revoit dans quelques minutes dans une deuxième vidéo.